Comme d'habitude, on prend une vingtaine de minutes pour vous présenter aujourd'hui. Le thème, c'est l'ingénierie financière dans le financement des rénovations globales de copropriété. On a Emilien Rouault avec nous, qui est ingénieur financier justement sur ce sujet-là, comme par hasard chez Elio, et donc qui va participer, voilà, qui va présenter avec moi notamment un cas concret d'ingénierie financière et ce qu'on a fait et ce que ça a donné en termes de financement pour une copropriété toulousaine. Après ces 20 minutes, on aura une dizaine de minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Je vais les regarder au fur et à mesure de la réunion. Peut-être que j'enclencherai une de temps en temps si je pense que c'est pertinent à ce moment-là, et puis sinon je la garde pour la fin. Alors je démarre. Tout savoir sur le financement d'une rénovation globale. Alors tout savoir, c'est toujours un peu un bien grand mot. C'est une accroche, on va dire, mais en tout cas, on fait au mieux pour vous donner dans ce délai l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et puis, on est toujours disponible pour continuer à échanger ou répondre à des questions par la suite. Je vais revenir rapidement en guise d'introduction parce que je ne sais pas si tout le monde est très au fait de ce sujet-là. Sur l'AMO dans le cadre d'une rénovation globale, je vais aller très rapidement. Il y a, on va dire, 3 acteurs à ne pas confondre parce que c'est des acronymes qui sont parfois un peu mélangés. Maîtrise d'œuvre, acronyme MOE, qui est souvent l'architecte ou bureau d'études qui va faire un dossier de consultation d'entreprise, si je résume, qui va suivre l'exécution elle-même des travaux. Il y a le MOA qui est le maître d'ouvrage, qui est en fait la copropriété et qui est représenté, donc le syndicat de copropriétaires, et qui est remplacé, représenté plutôt par le gestionnaire. Et il y a l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui lui va conseiller le maître d'ouvrage et qui aussi, dans le cadre d'une rénovation globale, est obligatoire pour obtenir certaines aides. Au-delà d'être obligatoire, notamment pour MaPrimeRénov' copropriété, il est assez indispensable parce qu'il va permettre de réaliser notamment le plan de financement, quelques autres rôles sur lesquels je reviens aussi. Quelles sont ses missions? Il doit délivrer des conseils techniques, sociaux, financiers et administratifs. Aujourd'hui, on va surtout regarder la partie financière, qui est évidemment très liée à la partie administrative aussi, et donc qui permet d'accompagner de A à Z sur tous les différents stades du projet de rénovation. Mais à ne pas confondre avec le maître d'œuvre, l'AMO n'est pas chargé du suivi de l'exécution des travaux, par exemple. Il va réaliser, alors soit lui, soit avec un bureau d'études, en lien avec un bureau d'études, l'audit énergétique qui va permettre de créer les différents scénarios de travaux. En parallèle, il va réaliser une enquête sociale. Elle a plusieurs objectifs. S'il faut en retenir qu'un, elle va notamment permettre de détecter les personnes qui sont éligibles à des aides individuelles, notamment les ménages modestes et très modestes. On le reverra parce que dans ce plan de financement, il y a quelques ménages modestes, notamment sur la copropriété. La mobilisation des financements. Donc, le rôle de l'AMO, c'est justement cette partie ingénierie financière sur laquelle je ne m'attarde pas plus puisqu'on va y aller juste après. Et un accompagnement sur la réalisation et la réception des travaux. Alors, pas le suivi d'exécution, mais il va quand même s'assurer qu'on est dans le bon ordre par rapport à ce qui est demandé, préconisé par le bureau d'études, parce que les aides seront liées à ça. Et au moment de la réception des travaux, puisqu'il y aura un bureau de contrôle qui viendra le vérifier, etc. Donc, l'AMO est garant aussi de cette partie-là. Je rappelle juste les aides avant de passer du coup la parole à Emilien. Dans les différentes aides dont on va parler aujourd'hui et qui rentrent dans le plan de financement et qui rentrent aussi partiellement dans le rôle de l'AMO, il y a les certificats d'économie d'énergie, il y a MaPrimeRénov' copropriété qui prend de plus en plus de place, on le constate sur le terrain dans la rénovation des copropriétés en exigeant cette rénovation globale avec un minimum de gains énergétiques pour la copropriété, 35% minimum. On a l'éco-prêt à taux zéro collectif, qui est un outil maintenant utilisé quasiment à chaque fois dans les rénovations globales. Nous, c'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, c'est un cas particulier puisque c'était un prêt régional qui a été utilisé sur l'exemple qu'on va vous montrer. Mais de manière générale, l'éco-prêt à taux zéro est un très bon outil pour aller financer du reste à charge. Et on a les aides de l'ANA, on va le dire de façon plus générale. MaPrimeRénov' copropriété est une aide de l'ANA. Et voilà, il peut y avoir d'autres
d'autres parties intéressantes, notamment la partie individuelle, l'aide sur l'AMO, les aides sur le fait de sortir de passoires ou d'entrer en bâtiment basse consommation. Il y a plusieurs choses différentes à aller chercher. Et il peut y avoir des aides régionales aussi, ce sera le cas dans cet exemple. Emilien, du coup, je te laisse prendre la main et puis je passerai les slides au fur et à mesure. Ouais. Parfait. Avant toute chose, est-ce que tout le monde m'entend? Je sais que c'est le cas de Tanguy, mais oui. Ok, parfait. Très bien. Ça a l'air bon. Parfait. Bah, écoutez, bienvenue du coup. Moi, j'assiste Monsieur Tanguy Dupont en tant qu'ingénieur financier et chef de projet sur la partie donc rénovation énergétique des copropriétés avec le dispositif de ma prime Rénov copropriété. En gros, je suis chargé donc du coup du suivi de tous les projets, c'est-à-dire de A à Z, tant sur le plan financier, sur le plan social et sur le plan administratif. Une grosse partie de mon travail en fait va être aussi de calculer les quotes-parts en fait pour les propriétaires sur la base d'un plan de financement qui va être d'abord une esquisse qui sera tirée de l'audit énergétique et qui, petit à petit, va s'affirmer pour devenir définitif. Et le but, c'est que avant l'AG de travaux, chaque propriétaire puisse avoir sa quote-part, les aides allouées et son reste à charge pour qu'il puisse voter en bonne conscience de cause. Hop, tu peux passer, Tanguy. Oui, pardon. Du coup, j'en profite puisque j'étais en train de répondre à quelqu'un. Le diaporama est d'ores et déjà disponible. Je pense que vous le récupérez en cliquant sur Apps et en allant dans le partage de fichiers. Et quelqu'un a aussi dit que c'était en cliquant sur le cloud en haut à droite du diapo. Voilà. Puis dans tous les cas, il sera envoyé après si vous n'arrivez pas à le faire sur la plateforme. Pardon, Emile. Pas de souci. Donc, du coup, on vous a pris le cas concret d'une copropriété à Toulouse qui comporte 46 logements. Il faut savoir que nous, sur Toulouse, on a la moitié de nos copropriétés qui sont situées ici. Donc, c'est un de nos projets qui est le plus avancé aujourd'hui sur ma prime rénov copropriété. Sachant que les travaux sont en train d'être terminés. On est sur un programme de travaux aujourd'hui qui permet d'atteindre un gain énergétique de 40% après la réalisation de ces travaux. On est aussi sur un secteur assez particulier puisqu'on est sur un secteur NPNRU, nouveau programme national de renouvellement urbain. Pour faire assez rapidement, pour ne pas rentrer dans les détails, il s'agit de secteurs en fait qui vont être réhabilités par l'État au niveau des logements sociaux. Donc, cette copropriété se trouve dans ce secteur-là et donc elle va bénéficier d'une aide supplémentaire pour qu'il n'y ait pas une rénovation urbaine à deux vitesses où on aurait des copropriétés qui seraient vieillissantes à côté d'un parc de logement social qui serait flambant neuf. Donc, pour la timeline, l'audit a été réalisé en 2019. Entre-temps, il y a eu toutes les études de maîtrise d'œuvre qui ont été réalisées. On a pu faire voter les travaux en Assemblée générale en début d'année 2022. On a obtenu du coup les subventions, une notification en septembre de la même année et on a pu commencer les travaux l'année suivante, en février 2023. Donc, rapidement, comment ça se passe? On a plusieurs étapes sur la rénovation énergétique d'une copropriété. Il faut savoir, on l'a très souvent dit dans les webinaires, que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc l'AMO, est obligatoire pour ma prime rénov copropriété. L'ANA exige la présence de cet opérateur pour pouvoir suivre un projet. Donc, la première AG consiste justement à voter un devis d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour que nous, ensuite, on puisse réaliser via notre bureau d'études l'audit énergétique qui permet de définir des programmes de travaux avec des esquisses de coûts et de financement. Vient ensuite une deuxième AG un peu plus loin, donc là où on vote l'architecte ou la maîtrise d'œuvre, qui lui va reprendre un petit peu l'audit qui a été réalisé et qui va affiner ses coûts à travers des études, donc avant projet sommaire, avant projet définitif.
jusqu'au DCE, donc dossier de consultation des entreprises, où là, du coup, il y aura un cahier des charges qui va être établi et les entreprises vont répondre avec des devis. Donc, nous, c'est à partir de là que, bien avant même, que je commence un plan de financement et que je vais l'affiner avec, du coup, les devis que le maître d'œuvre va nous transmettre. Donc, généralement, je prends les devis les mieux disants, donc c'est-à-dire les entreprises qui sont, entre guillemets, les moins chères. Après, c'est aussi tout notre rôle, c'est de discuter avec le conseil syndical et le syndic. Il se peut qu'il y ait dans le lot des entreprises qui aient répondu à des lots de travaux et qu'il y ait des affinités avec certains membres du conseil syndical ou le syndic, mais que cette entreprise soit un petit peu plus chère que d'autres entreprises. Donc, on s'adapte vraiment à la copropriété pour proposer un plan de financement qui puisse satisfaire tout le monde. Et du coup, en AG, donc en troisième AG, donc, on vote les travaux finalement, donc on vote sur devis. La convocation du syndic reprend en fait les devis qui ont été choisis par le maître d'œuvre et par le conseil syndical. Et c'est à ce moment-là, du coup, que nous, on enclenche la demande de subvention auprès de l'ANA et on ne démarre pas les travaux tant qu'on n'a pas une notification de subvention, c'est-à-dire le montant précis de l'aide qui nous sera accordée. Voilà, nos collègues aussi AMO à travers la France font exactement la même chose, c'est qu'on ne démarre pas de chantier tant qu'on n'a pas cette notification, parce que pour X ou Y raison, on peut très bien avoir un refus de l'ANA, et donc du coup c'est un peu compliqué quand on a déjà signé les devis et qu'on s'est déjà presque engagé sur un chantier. Et enfin, bien sûr, une fois que les travaux sont réalisés, on a tout un travail de récupération des factures afin d'obtenir les aides, puisque les aides sont versées à la fin du chantier. Ouais, tu peux passer à la... Je passe. Voilà. Donc sur cette résidence, donc l'audit avait été réalisé en 2019. On avait proposé à l'époque 4 scénarios de travaux. Donc vous pouvez les voir. J'espère que c'est assez lisible pour vous. Mais donc les 2 premiers nous permettaient pas d'atteindre les 35% de gain énergétique. Mais on se devait quand même de le proposer puisque la résidence était assez intéressée pour réaliser ces travaux-là. Par contre, les 2 derniers nous permettaient d'atteindre et de dépasser les 35% de gain énergétique. Donc, à l'époque, on avait estimé le montant des travaux TTC avec la maîtrise d'œuvre à peu près 800 000 euros, avec une estimation des aides à 325 000 euros. Alors là, sur le programme que vous voyez, il est complètement différent de celui qui a été voté en fin de compte, puisqu'on avait proposé un changement de système de chauffage qui n'a pas été voté. Et il y a d'autres travaux qui ont été réalisés et par rapport à l'audit là que vous avez, il y a des travaux qui n'ont pas été faits. Donc ça aussi, c'est tout un travail de discussion avec le conseil syndical pour pouvoir vraiment faire un programme qui puisse répondre aux exigences de la copropriété. Donc ça, c'est nos collègues du bureau d'études qui réalisent cet audit, et moi, en parallèle, je démarre une enquête sociale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les aides de MaPrimeRénov' copropriété qui ne sont pas soumises aux revenus, exception faite des aides individuelles qui, en fait, vont s'attarder sur les revenus des propriétaires. Si vous avez des plafonds en fait, que l'État définit, si vous êtes en dessous de ces plafonds, vous avez le droit à des aides supplémentaires qui en sont aujourd'hui 3 000 euros pour un ménage dit très modeste et 1 500 euros pour un ménage dit modeste. Donc moi, c'est tout mon travail en fait de faire une enquête sociale auprès de tous les propriétaires pour pouvoir définir quelles seraient les personnes qui seraient éligibles. Et je précise, même si on l'a souvent dit dans nos webinaires, cela ne concerne que les propriétaires occupants. Donc les propriétaires bailleurs, on estime qu'avec le loyer qu'ils touchent, ils n'ont pas forcément besoin de cette aide individuelle. Voilà, donc avec cette enquête sociale, moi, j'identifie les ménages, récupère les avis d'imposition et je préviens aussi les ménages qui sont potentiellement éligibles que les dossiers seront déposés au moment du vote des travaux. Donc, si vous reprenez la timeline, ça peut être 1 voire 2 ans après. Donc, votre situation peut avoir évolué. Donc, je préviens en vous disant qu'en fait, il me faudra chaque année votre revenu fiscal de référence pour bien revérifier
que vous rentrez du coup dans les plafonds de ressources pour ces aides-là. Ensuite, donc là, c'est un exemple toujours sur la même résidence de plan de financement prévisionnel. Donc là, on est au moment où la maîtrise d'œuvre a été votée. On ne vous a pas présenté le plan de financement prévisionnel 0 qui reprend les coûts de l'audit. Là, on est sur un plan de financement prévisionnel où on a déjà des coûts qui sont affinés par la maîtrise d'œuvre. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je n'avais pas forcément les montants des honoraires sur le SPS. C'est la sécurité et la protection de la santé des ouvriers, ou aussi sur les honoraires du bureau de contrôle. Donc, pour l'instant, c'était en déterminé. Et petit à petit, dès qu'on a eu les honoraires, j'ai pu rajouter ces derniers dans le tableau. Pareil pour les travaux, on était sur des devis, mais pas sur tous les postes de travaux. Donc, c'est pour ça qu'on a bien précisé que les montants étaient prévisionnels. On a également, c'est aussi le travail de l'AMO et de la maîtrise d'œuvre, c'est de vérifier au final tout ce qui est TVA. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, alors c'est pas de la malhonnêteté de la part des entreprises, bien au contraire, mais vous avez des fois des entreprises qui vont vous mettre une TVA à 20%. Ou voire à 10% sur les travaux. Or, sur des travaux de rénovation énergétique, la loi est claire, on est sur des travaux qui doivent être à 5,5%, donc TVA réduite. Certains travaux, dits travaux induits, peuvent être à 10, mais la plupart du temps, on est sur du 5,5. Donc ça, c'est aussi à notre rôle de vérifier avec la maîtrise d'œuvre qu'on est bien sur les bons montants de TVA, parce que sur des devis qui sont assez conséquents, on peut avoir des différences qui sont non négligeables. Je précise juste parce que tu as dit il y a des travaux induits à 10. Oui. C'est les travaux induits de rénovation énergétique qui sont aussi à 5,5 et c'est ceux qui sont non induits par les travaux de rénovation énergétique qui passent à 10. Et effectivement, ça, nous, on a un regard là-dessus pour être sûr de faire bénéficier du taux de TVA le plus bas possible à la copropriété, puisque c'est une TVA non récupérable pour un syndicat de copropriétaires. Donc, tant qu'à faire, autant ne pas payer plus que ce qui est prévu. Oui, voilà. Et puis on va avancer. Il y a plusieurs questions qui sont intéressantes. On va revenir. Je les note au fur et à mesure. On va revenir sur toutes ces questions. Très bien. Et du coup, donc là, on est sur un plan de financement final. Sachez qu'on a une plateforme avec l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est l'organisme d'État qui délivre les subventions. On a une plateforme, monprojetana.gouv, qui est accessible pour les syndics et pour aussi l'assistant à maîtrise d'ouvrage, où on doit remplir tout un tas d'informations. Donc là, on vous a sélectionné le plan de financement, mais sachez qu'il faut aussi des infos sur la copropriété. Vous avez un espace aussi pour déposer tout ce qui est audit, tout ce qui est devis, tout ce qui est également annexe comptable de la copropriété. Donc, c'est assez bien construit. Et donc, du coup, on nous demande donc les devis. Donc, vous voyez là, on est sur le petit tableau à droite, c'est juste sur le montant des travaux. Et si vous reprenez après à gauche, on est sur l'estimation des travaux plus tous les honoraires des différents acteurs qui vont participer. Donc, nous, on avait estimé sur cette résidence-là, on avait estimé une prime qui était de 325 696 €. On vous a mis également donc, notre plan de financement à nous. Donc, j'ai pris mon propre nom et celui de M. Dupont avec des quotes-parts, du coup, engagés pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près des coûts sur cette résidence-là, sachant que moi, je reporte tout aux tantièmes généraux, comme on fait pour les charges au final. Donc, pour un T4 ici, j'aurais dû payer, si j'avais été propriétaire, sans les aides, 26 346 €. J'ai bénéficié du coup de 11 000 € d'aide, ce qui me fait une quote-part, donc déduction faite des aides, de 15 240 €. À l'inverse, M. Dupont, qui a des tantièmes plus petits parce qu'il a un logement plus petit, devait sans aide payer pour la totalité des travaux 21 362 €. Il bénéficie de 10 500 € d'aide et il n'a plus que 10 857 € de travaux à payer. Alors, sur le programme de travaux, ici, on était sur un programme qui était assez hybride. Donc, on était sur l'isolation des murs par l'extérieur, la mise en place d'une ventilation. Donc, ces deux postes de travaux, on les avait préconisés. Le calorifugage des tuyaux, on l'avait également
préconisé. On a également le changement des menuiseries, ça c'était une volonté de la copropriété. On a aussi également repris l'étanchéité du parking et on a également repris le réseau d'assainissement. Ça, voilà, on a pu, c'est la copropriété qui nous a incité à rajouter ces travaux par rapport à l'audit où, par exemple, nous, on préconisait de changer le système de chauffage. Du coup, la résidence ici n'a pas voulu et a plutôt voulu intervenir sur d'autres postes de travaux que nous n'avions pas forcément préconisés. J'avance. Oui. Très bien. Voilà. Et en fin de compte, on a eu une bonne surprise. Donc, on a pu déposer le dossier et on a eu les notifications d'aide en fin d'année. Donc, on était sur un montant qui était de 325 696 €. Et à notre grande surprise, du coup, on a eu un montant d'aide qui était beaucoup plus important de 414 818 €. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence? C'est qu'en fait, on n'était pas forcément au courant. On a eu Toulouse Métropole sur ce projet-là qui, elle aussi, participe à la rénovation énergétique des copropriétés. Et ils avaient un peu oublié que la résidence était un secteur NPNRU, ce que j'évoquais tout à l'heure en début de présentation. Ce qui fait que, du coup, ils ont décidé d'abonder 10% du montant des travaux pour aider la copropriété. Donc, on était sur un montant de mémoire, je crois qu'on avait 18 000 € pour Toulouse Métropole et on est passé à 84 000 ou 85 000 € de plus. Donc, c'était une très bonne nouvelle pour les propriétaires. Du coup, on a repris le plan de financement en modifiant du coup ces montants-là et recalculant les quotes-parts. Alors, je ne sais pas s'ils avaient oublié, mais en tout cas, dans notre identification des différentes aides possibles, on a identifié celle-là, qui était effectivement imprévue, et on leur a redonné voilà, l'information qu'a priori, elle remplissait les critères. Mais effectivement, ça a permis d'aller chercher un petit peu plus. Et puis voilà ce que je te laisse. Du coup, c'est ce qui fait qu'on se retrouve donc avec un montant total des travaux TTC à plus de 930 000 €. Il faut également rajouter les frais d'assurance dommage ouvrage qui sont obligatoires lorsque vous réalisez un chantier et les honoraires du syndic, évidemment. Et au niveau des aides, donc on a 187 000 € versés pour l'aide MaPrimeRénov' copropriété. On a 76 000 €, presque 77 000 € de Toulouse Métropole. On a également une aide de 7 500 € de Toulouse Métropole qui vient concerner notre prestation. On a du coup la prime copropriété fragile, puisque la copropriété se trouve en secteur NPNRU. Donc, on bénéficie d'une prime de 3 000 € par logement à la place des certificats d'économie d'énergie, donc 138 000 €. Des aides individuelles, puisqu'on avait 3 bénéficiaires à la suite de l'enquête sociale, donc 4 500 €, donc pour un total des aides de 414 818 €. Ce qui fait un reste à charge immeuble à 555 000 € environ. On est sur une quote-part moyenne de 21 000 € par ménage, donc quote-part donc sans les aides. Des aides à peu près à 9 000 € et une quote-part du coup moyenne, donc après aide à 12 053 €. Ce qui nous fait par rapport si on fait sur la conversion, ça, on a quasiment 43% de l'opération qui est financée du coup avec les aides. Donc, ce qui fait ce qui est un beau projet parce qu'on n'est pas forcément sur toutes les résidences qu'on a autant un aussi important gain, un aussi important rapport de financement. On tourne plutôt aux alentours de 40, voire un petit peu moins. Alors, sachant que... Ouais. Je ne pense pas que je reviendrai forcément sur cette question, elle est bien pour maintenant. Il y a les travaux d'assainissement aussi, qui sont effectivement dans le montant total des travaux, mais qui ne sont pas dans le montant subventionnable. Donc, si on les retirait, effectivement, on aurait peut-être une part de financement plus importante. Ils ne rentrent pas dans le calcul du gain énergétique. En revanche, il me semble qu'une partie de l'aide Toulouse Métropole, mais tu vas peut-être me corriger, Emilien, finance les travaux d'assainissement. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Il y a quand même des aides liées à ça. Oui. Effectivement, nous, on joue toujours la carte de la prudence, c'est-à-dire qu'avec la maîtrise d'œuvre, sur le programme de travaux qui a été choisi, l'assainissement, la reprise du réseau d'assainissement et l'étanchéité des parkings ne fait pas partie du gain énergétique, très clairement. Donc, pour jouer la carte de la prudence, on ne les a pas intégrés aux subventions.
On a eu une excellente surprise en fait de voir que l'ANA sur Toulouse, donc la direction départementale des territoires et Toulouse Métropole, ont pris ces travaux et les ont subventionnés. Voilà, donc je ne dis pas que ça va être le cas dans toutes les DDT départementales, mais ici, du coup, tous ces travaux, l'intégralité des travaux ont été pris en charge. À préciser aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, dans le montant MaPrimeRénov' copropriété, Oui. si, il y a le montant total prime copropriété fragile, parce que la copropriété est en zone NPNRU. Si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas ces 3 000 € par logement. En revanche, elle aurait les certificats d'économie d'énergie, puisque c'est entre guillemets l'un ou l'autre. Et les certificats d'économie d'énergie, d'expérience, on est généralement entre 1 500 et 2 500 € par logement. Donc en général, pas toujours, hein, parfois ça peut être plus, mais en général, le 3 000 € est plus favorable. Mais pas toujours. Mais ça ne ferait pas une différence forcément si énorme. Pas toujours, parce que quand on change le système de chauffage, on a une prime C2E qui est bonifiée, et on peut avoir du coup une prime qui sera plus intéressante qu'une prime copropriété fragile. On est presque à la fin, et puis ensuite on va faire des questions assez vite parce que ça fait déjà oui, c'est vrai, j'ai un 15 peu dépassé. Et donc du coup, en fin de travaux, nous on est chargé du coup de récupérer les factures. Donc tout au long des travaux, en fait, le maître d'œuvre valide les factures émises par les entreprises et les envoie au syndic pour validation. Et nous, on les récupère et on fait un assainissement des comptes. En fait, on appure les comptes pour voir si par rapport au devis qui avait été voté, est-ce que les factures correspondent bien à ces montants-là, et on les transmet à l'ANA du coup pour qu'après on puisse avoir le montant des aides qui soit versé sur le compte travaux de la copropriété. Voilà, j'en ai fini. Alors du coup, je vais reprendre. J'ai noté pas mal de questions. Je fais juste une petite conclusion avant, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont prévu d'être avec nous que jusqu'à 15 h, et puis après, je passe sur les questions pour ceux qui ont un peu plus de temps. Sachez que de toute façon, il y a eu plusieurs fois cette question, vous recevez le replay de ce webinaire, vous avez aussi, vous allez recevoir aussi le support. Et on met aussi une FAQ, une foire aux questions, de toutes les questions qui ont été posées avec nos réponses, qui vous permettent d'avoir les réponses à vos questions si on n'a pas eu le temps d'y répondre, ou si vous n'avez pas pu rester pour la réponse. Et puis, vous pouvez toujours appeler Elio, vous aurez quelqu'un, vous posez la question, vous envoyez un mail. Je crois qu'il y a le mail en fin de présentation sur lequel vous pouvez écrire. Et juste pour s'il y a des personnes qui doivent s'en aller, le 6 juillet, on fait une formation sur la loi climat et résilience, donc un petit peu plus juridique, avec Elio Academy, qui est la branche formation de Elio. Donc je pense que vous recevrez certainement une invitation si ce n'est pas déjà fait. Et puis ensuite, on a une petite pause pendant l'été pour laisser tout le monde se reposer. Et puis on reprend le 21 septembre et on parlera de photovoltaïque en copropriété. Donc, les questions. Voilà, merci à tous en tout cas s'il y en a qui doivent nous quitter. Alors, première question que j'ai eue, je vais prendre un peu dans l'ordre. Comment garantir la stabilité de l'offre alors que le processus de travaux dure plusieurs années? C'est une vraie question, je pense, et ça a été une vraie question ces 2 dernières années aussi, parce qu'il y a eu des hausses notamment de coûts de matériaux, de coûts de travaux qui ont été assez importantes. Sur les aides, c'est plutôt bien stabilisé, c'est-à-dire qu'on connaît les dates jusqu'auxquelles on a droit aux aides, on connaît les dates d'achèvement nécessaires des travaux. Quand on engage quelque chose et qu'on a une notification de l'ANA ou qu'on a engagé un dossier C2E, on sait qu'on va obtenir cette aide-là. Et même si l'ANA nous fait une bonne surprise à la fin, tant mieux, mais bon, voilà, on sait au moins le minimum auquel on va avoir droit. Sur les travaux, ça a été un sujet un peu plus compliqué. C'est notamment un sujet entre le moment où on fait l'audit et l'auditeur estime des travaux à une certaine date. Là, c'était en 2019. Et puis ensuite, on a sur ce projet-là, il y a eu à peu près 100 000 € de travaux supplémentaires, 150 je crois, mais comme il y a eu 75 000 € d'aide supplémentaire aussi, finalement, on s'en sort pas mal. C'est vraiment de la communication au fur et à mesure du projet avec les entreprises, combien de temps l'offre est valable, etc. Et ça fait pour le coup partie du rôle de l'AMO, en lien avec le maître d'œuvre, bien sûr, de s'assurer de ça. Il y avait une question, est-ce que l'AMO doit être indépendant des entreprises? Enfin,
l'AMO doit être indépendant des entreprises. Et donc la question, c'était est-ce qu'il doit être aussi indépendant de l'entreprise qui réalise l'audit énergétique? La réponse est non. Il y a des bureaux d'études thermiques qui font des audits qui sont AMO aujourd'hui, qui sont devenus AMO. Il y a des AMO financiers peut-être qui sont montés en compétence sur la partie bureau d'études. Ça, je pense que c'est moins le cas parce que c'est moins évident. En tout cas, il n'y a pas de règle d'indépendance. Il n'y a pas non plus de règle d'indépendance entre l'AMO et le maître d'œuvre. En tout cas pour l'instant. Et effectivement, il y a la règle d'indépendance, par contre, avec les entreprises de travaux qui interviennent, ou les fournisseurs de matériaux, ou les fournisseurs d'énergie. Dans notre copropriété, nous n'allons faire que l'étanchéité, et pour cela, nous avons déjà fait intervenir un bureau d'études. Alors ça, je reviendrai sur la FAQ, sur les choses un petit peu plus précises comme ça. Mais la question, c'était est-ce qu'on devrait passer par un AMO? L'AMO, il est obligatoire si on est dans une cadre d'une rénovation globale. Ça va répondre à une autre question de quelqu'un qui demandait s'il fallait, s'il y avait les mêmes aides dans le cadre d'une rénovation Energy Sprong. Une rénovation Energy Sprong, elle va s'apparenter à une rénovation globale, en tout cas dans la façon dont les aides aujourd'hui entendent une rénovation globale. Donc oui, a priori, alors faut évidemment qu'on étudie en particulier s'il y a des différences, mais les règles étant minimum 35% de gains énergétiques, être une copropriété, etc., a priori, il n'y aura pas de problème pour obtenir les aides qu'il y a dans la présentation qu'on vous a faite. Nous avons déjà voté l'étude qui est aujourd'hui réalisée. Nous allons voter le projet le 13 juin. Pouvez-vous intégrer ce projet? Vous pouvez avoir un bureau d'études, comme c'était le cas ici, qui fait un audit énergétique, et puis vous prenez un autre AMO qui vient après, et qui va utiliser cet audit énergétique. Donc oui, vous pouvez intégrer un AMO plus tardivement. Il y a plusieurs questions sur le DPE valable. Alors un DPE, c'est valable 10 ans, je le reprécise. Si on parle des DPE copropriétés, il y a quand même assez peu de copropriétés qui ont fait des DPE. Maintenant, c'est en train de devenir obligatoire progressivement selon la taille de la copropriété. Donc, il y en a de plus en plus qui en auront. Je parle du coup des DPE à l'immeuble. Et un audit, attention, n'est pas un DPE. Un audit va généralement donner une note DPE, mais il peut utiliser une méthode de calcul dite THCEX et non pas 3CL, donc ça n'a pas une valeur de DPE. Et dans tous les cas, le document audit énergétique, qui a une valeur pour les aides puisqu'il fait des scénarios de travaux qui prouvent les 35%, n'a pas de valeur de DPE. Voilà, je pense qu'il y avait plusieurs questions sur les honoraires de syndic. Ils n'étaient pas dans le plan de financement prévisionnel, mais ils étaient bien à la fin. Donc je pense qu'on les a bien montrés. Je vais te faire participer un petit peu, Emilien, sinon je... Ouais, j'essaie de répondre là directement, mais je galère un petit peu à écrire du coup pendant que tu parles. Peut-être que tu as, dans quel délai global, alors ça, je ne sais pas si tu as Là, dans je quel voulais délai global répondre à Madame Marie Vigui qui me disait concernant l'aide individuelle, c'est les revenus du propriétaire, du locataire qui sont pris en compte. C'est les revenus du propriétaire. Donc, si vous êtes propriétaire bailleur, donc que vous louez votre bien à un locataire, vous n'avez pas le droit à l'aide individuelle. Ce sont vraiment les propriétaires occupants. Oui, l'aide individuelle, c'est uniquement pour les propriétaires Voilà, c'est occupants. juste pour les propriétaires occupants. D'ailleurs, les aides sont forcément pour les propriétaires occupants, enfin pour les propriétaires, pardon, bailleurs ou occupants, en tout cas pas pour les locataires, puisque c'est eux qui payent les travaux. Ce ne sont pas les locataires. Voilà, les coûts, il y a plusieurs questions sur les coûts de suivi de travaux, les honoraires de syndic. Oui, comment on calcule? Alors, c'est pas nous, ça, c'est le syndic qui nous transmet en fait le taux. Oui, et nous, qui généralement est prévu dans les conventions de copropriété ou dans le contrat du dans votre syndic. contrat de syndic, vous avez déjà, en cas de travaux, les honoraires, le pourcentage à appliquer. C'est pas nous qui décidons de ce montant-là. Je réponds aussi sur syndic copropriétaire, nous avons 43 bailleurs. Peut-on avoir des aides? Oui, vous pouvez avoir des aides. En fait, il y a cette fameuse règle des 75% qu'il faut vraiment repréciser parce qu'elle est souvent mal comprise. Il faut 75% de propriétaires à usage, de résidents à usage principal. Donc, un locataire, a priori, c'est quand même sa résidence principale. Il est locataire de sa résidence principale. Donc, en réalité, cette règle des 75% de résidence principale, elle s'applique essentiellement à des copropriétés de haute montagne dans lesquelles on a beaucoup de locations touristiques pour des durées courtes ou des copropriétés même type en bord de mer, de vacances, etc.
Mais la vaste majorité des copropriétés ne sont pas impactées, même s'il y a beaucoup de locataires, puisque ces locataires vivent dans le bien à titre de résidence principale. Concernant MPR, il y a bien 2 enveloppes totalement indépendantes. La première pour les travaux, 25% du montant des travaux plafonnés à 25 000 € par lot. C'est passé à 25 000 en mars d'ailleurs. Avant, c'était 15 000 €. Donc, il y a une hausse de l'aide socle MaPrimeRénov' copropriété qui prend mieux en compte, à notre sens, le coût moyen d'une rénovation globale, parce qu'on est souvent entre 20 et 25 000 € par logement en moyenne. Et donc, le 25% plafonné à une quote-part de 15 000 € pouvait être un petit peu faible. Et il y a une autre part de l'aide MaPrimeRénov' et copropriété, effectivement, qui est pour financer l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, je pense qu'il y a une incompréhension dans la question sur les 2 enveloppes. Il y a une partie socle, 25% du montant des travaux. Ce montant des travaux tel qu'il est calculé prend en compte la maîtrise d'œuvre. Donc, 25% de la maîtrise d'œuvre est aussi, de fait, financé par ce 25%. Il y a une aide de 30% pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a les bonus sortie de passoire de 500 € par logement et passage en bâtiment basse consommation, c'est-à-dire lettre A ou B, de 500 € par logement aussi. Et il y a les aides individuelles dont on a déjà parlé. Bon, ça fait déjà pas mal de questions répondues. On va, je pense, prendre, je regarde à la fin, il y a pas mal de questions assez précises. On reprendra éventuellement dans la FAQ les différentes questions qui peuvent rester. Je pense que s'il y a une question quand même, si on est hors rénovation globale, il y a quand même beaucoup de cas où il y a un projet de rénovation énergétique sur la copropriété, c'est pas forcément un projet de rénovation globale. Nous, évidemment, étant donné que les aides sont très favorables en rénovation globale, on a tendance à dire étudier la possibilité de faire une rénovation globale. Si vous allez faire une isolation thermique par l'extérieur, par exemple, c'est déjà un poste de travaux important. C'est un poste de travaux qui probablement génère déjà 20-25% de gains énergétiques pour la copropriété. Donc, il n'y a plus grand-chose à aller chercher pour aller faire les 10-15% restants. Mais ça veut dire faire un audit énergétique, prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, ça va être un projet un peu plus long, mais il y aura des aides qui peuvent être importantes, qui peuvent être comme là de 40% du montant des travaux. Oui, pardon. Ouais, sur les questions, il y a des questions sur l'éco-PTZ. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait terminer par ça. Concernant l'éco-PTZ, l'établissement prêteur ne tient pas compte de l'endettement du ménage, de sa capacité de remboursement. Si, tout à fait. L'éco-PTZ prend en compte ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est une info qu'on n'avait pas forcément, si M. Dupont et moi-même sommes propriétaires dans une résidence et que nos tantièmes représente 15% des tantièmes généraux et que M. Dupont et moi-même, sur une année, nous sommes à plus de 2 trimestres de retard sur nos impayés de charges, non seulement nous deux, nous n'avons pas le droit au prêt, mais nous pénalisons l'ensemble de la résidence. Voilà. Alors, j'ai dit M. Dupont et moi-même, mais sur les 15%, on peut être aussi à 4, 5, 6, 10 personnes. Hein. Mais sachez que la banque va regarder cette situation-là, va demander au syndic chaque trimestre les balances comptables pour vérifier si tous les propriétaires sont à jour de leurs charges. Si on est en dessous de 15%, les propriétaires débiteurs, donc à plus de 6 mois de trimestre de retard, n'auront pas le prêt. Et comme je le disais, si ces propriétaires-là représentent plus de 15% des tantièmes de la copropriété, alors on n'a pas de prêt. Ce qui peut être assez bloquant du coup pour un projet de rénovation énergétique. Oui, absolument. Je précise que du coup, le seul critère pris en compte quand même sur ce prêt, c'est le fait d'avoir payé ses charges de copropriété. Ce n'est pas les autres prêts, emprunts que le propriétaire pourrait avoir. Donc, il y a quand même assez peu de critères. Et il n'y a pas de critères sur l'âge ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un outil qui est très pratique en copropriété. Il n'y a pas non plus de solidarité. C'est un prêt au syndicat des copropriétaires, mais ensuite, chacun le rembourse et il n'y aura pas à rembourser pour ses voisins s'ils sont en défaut de paiement. Voilà, pour être rassurant là-dessus. Et donc, hors rénovation globale, en termes d'aide, il y a uniquement les C2E, il n'y a pas MaPrimeRénov' copropriété. Et en plus, ils ne sont pas calculés en coup de pouce rénovation globale, donc ils sont plutôt faibles sur du poste par poste. Ils sont toujours intéressants à aller chercher, mais c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'on peut avoir dans une rénovation globale. C'est pour ça que c'est ce qu'on conseille.
Bon, on va peut-être finir là-dessus parce qu'on a bien dépassé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est normal. On va revenir évidemment dans la FAQ, vous aurez le replay, vous aurez les slides. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter Elio si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Voilà, merci à tous. Merci d'avoir participé.